qu'il y a une focalisation effectivement sur le Nord Kivu. Le Congo est beaucoup plus vaste. Ouais. Nord Kivu, il y a effectivement des richesses minérales qui sont là. Il y a une autre région qui est très riche. Non, attends, continue. Après, je te dis, quand je parle des richesses du Congo, je ne parle pas des richesses du Nord Kivu spécialement. Hein. Non, mais au Nord Kivu, il y a des richesses, comme le coltan, etc., qui sont des diamants qui sont exploités. Bon, maintenant, ceci étant, le Congo est beaucoup plus vaste, et il existe au Katanga non seulement des extractions, mais il y a aussi des industries de transformation. Il existe au Kasaï aussi des richesses. Alors, on ne comprend pas pourquoi, et ça c'est la question que je dis, parce qu'il ne suffit pas de dire Mobutu, comment il s'appelle, Kabila, et même avant Mobutu, etc. Pourquoi ce même type de trouble, ce même type d'intervention ne se retrouve pas au Katanga ou bien au Kasaï, qui sont aussi des régions très importantes. Il y a quelque chose qui singularise le Kivu. On voit un nœud de force tel que, qui viennent d'être décrites, qui comporte des tas de pays, des tas d'intérêts, etc., etc. On ne voit pas un tel nœud, alors que par exemple, après l'indépendance du Congo, il y avait eu effectivement des problèmes au Katanga, avec l'intervention des Nations Unies, Belges, tout ce qu'on aime. Alors pourquoi là et pas là? Ça c'est une question que j'ai souvent posée, pour laquelle je n'ai pas eu de réponse. Non, parce que dire que c'est simplement pour soutenir Kabila, c'est sympathique, mais enfin, il pourrait aussi essayer de faire le même phénomène là-bas. Il y a une distinction dans la situation qui est faite entre une région qui est sinistrée, si l'on peut dire, et l'autre qui ne l'est pas. Parce que les menaces... Mais parce que les menaces au pouvoir, ça vient de là-bas, Bib. Parce que les mouvements, la rébellion, les groupes armés sont présents surtout au Kivu. C'est au Kivu qui peut devenir un élément de déstabilisation et même d'écroulement du pouvoir de Kabila. Et donc les forces qui doivent défendre Kabila s'installent au Kivu. Quand cette menace a semblé paraître au Katanga, parce qu'il y a eu ça aussi, les forces des Nations Unies se sont déployées aussi au Katanga, où d'ailleurs elles sont encore déployées. Mais c'est parce que le Kivu, c'est un centre politique, c'est un centre géopolitique dans lequel il y a eu cette concentration de violence et de rébellions politico-militaires. C'est pour cette raison. Et la raison aussi, la dynamique par laquelle cette effervescence, cette situation particulière s'est créée, je n'ai parlé tout à l'heure, ça a démarré en 1994 avec l'arrivée d'un million de personnes, avec exfiltrés, dont le génocidaire exfiltré par les Français de l'opération turquoise. Un abcès de fixation a été établi dans cette région particulière. C'est un abcès de fixation porteur d'énormes violences et qui jusqu'à aujourd'hui il est là. Et pourquoi là et pas là-bas? Mais pourquoi elle est là? Et non, parce qu'on a eu là-bas les Balouba, on a eu des problèmes avec le Katanga indépendant. Ah oui, mais on a eu des problèmes transfrontaliers avec le Zimbabwe, la Zambie, pardon. Il y a eu tout ce type de situation à exister. Il a été liquidé là, et ici il est très vivant. Alors la question que moi je pose, qui vient derrière, est-ce qu'il n'y a pas, parce que la position, ce qui singularise précisément le Kivu et la région qui est autour, et qui s'engagne, etc., ce qui la caractérise, c'est que c'est en plein milieu du cours du bassin du Congo. Est-ce qu'il y aurait une volonté de décomposer le bassin du Congo, qui serait beaucoup moins ample si on se limite au Katanga ou bien au haut du fleuve? Voilà ce que la question que j'ai. Non, mais ça c'est une question intéressante. C'est possible, quoique, c'est possible. Il y a le problème de l'eau aussi, parce qu'on parle toujours du pétrole, de l'or, des diamants, du cuivre et du cobalt du Katanga, mais il y a la question de l'eau qui est hyper importante d'un point de vue géostratégique. C'est possible. Moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui il y a un plan, comme on dit, de balkanisation, mais c'est aussi ou de décomposition des pays de la sous-région, mais c'est possible. C'est possible, il faut l'étudier, c'est l'une des choses qu'il faut étudier. La chose que je peux dire, c'est que, par contre, mais ça ne veut rien dire,
dans les débats internes aux institutions internationales, par exemple à l'Union européenne et à la MONUSCO, ce qu'ils disent les officiels pour justifier, parce qu'ils le disent, pour justifier leur soutien à Kabila, Déo, c'est ça qui est intéressant, ils disent non, il faut absolument soutenir Kabila, sinon le pays va imploser. Donc ils affichent une chose qui va dans le sens contraire de ce que tu dis, mais j'insiste, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce qu'il peut dire une chose et en préparer une autre. Et en tout cas, ces gens-là ne sont jamais porteurs d'une hypothèse univoque. Hein. En plus, il ne faut pas penser qu'il y a un monolithe. Sinon, ils seraient maîtres absolus de la situation et malgré tout, ils ne le sont pas. Moi, je suis prêt à défendre. Tu en as parlé? Non, je suis prêt à défendre la thèse de Luigi parce que, comme j'ai dit, j'étais là sur place en 1994. Quand, dans tous les documents officiels des textes des Nations Unies, il est dit que quand un peuple ou un groupe de gens est obligé de fuir son pays pour demander refuge dans un pays voisin, on doit les mettre à au moins, je crois, 200 km de la frontière. Mais nous, on était étonnés dès le premier jour. Pardon, 150 km. Oui, en tout cas, un peu loin de la frontière. Mais on a été étonnés. En juillet 1994, la ville de Bukavu comptait 300 000 habitants. Mais en une semaine, on était plus d'1 million, avec tout l'afflux des réfugiés Hutus qui venaient de débarquer. Non seulement ils ont débarqué, ces messieurs, mais les militaires aussi, en tenue, on les a fait passer, opération turquoise, la frontière. Avec leurs armes, les femmes avaient des grenades dans leurs paniers. On les a logés dans nos écoles, le collège Al-Fajiri, partout. Bon. Mais à partir de 1994, on voyait déjà qu'il y a quelque chose qui se préparait. Parce que d'abord, leurs propres accords n'étaient pas respectés, leurs propres textes. Nous, on pensait que bon, ils sont là en transit et on va les amener à 150 km. Mais après un mois, on a vu qu'on les dégorgeait de la ville pour les mettre dans des camps dans la périphérie. Kachoucha, c'est à peine à 30 km de Bukavu. Mais ils venaient, ils avaient des transports et tout. On a créé la radio Agatha, dont j'étais un des pionniers, et la Fondation Rwandelle en Suisse, pour aider ces réfugiés à être bien, à avoir des soins médicaux, à trouver de la nourriture, de l'eau, avec la Croix-Rouge, à ressouder les familles parce que les enfants étaient dispersés et tout. On sentait déjà qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Et cela perdure 15 ans après. Mais d'où encore ma... Enfin, c'est plus une question parce que tu m'as répondu. D'où moi je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui se trame contre le Congo. Okay? Pourquoi? À cause des richesses? Bon, moi je pensais surtout aux richesses, parce que cela est évident. Mais Luigi vient de me donner une petite lumière pour appuyer M. Kabila. Mais pourquoi l'appuyer lui et pas d'autres? Pourquoi quand, comme tu as dit, Luigi, quand si Kabila n'est pas là, si Kabila part, le pays va exploser? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé un cheval de substitution. Malheureusement, oui. C'est ça, la question, mais peuvent pas créer. Alors, je voulais dire à Bib aussi, enfin, je peux me tromper, mais on est en débat. Si, c'est peut-être l'autre point que je peux souligner, si l'ONU n'est pas déployée au Katanga ou au Kasaï, c'est peut-être, il se cantonne au Kivu, peut-être pour appuyer en même temps M. Kagame. Parce que l'ONU, je crois, fait un peu tampon à la frontière entre le Kivu et le... C'est un jeu démoniaque, on ne comprend pas. Ils sont alliés des FDLR, mais ils font tampon pour que les FDLR ne rentrent pas au Rwanda. Il suffirait d'armer les FDLR, c'est des militaires, c'est des gens aguerris. Ils sont 20 ans dans la brousse, il y en a qui ne se sont pas lavés depuis, ils disent qu'ils sont farouches et tout. S'ils rentrent au Congo, ils prennent le pouvoir au Rwanda. Il suffit de leur donner des armes et de leur dire, voilà, rentrez dans votre pays, débrouillez-vous. Encore, ils vont dire qu'il y aura encore un génocide. Quoique les génocides aussi, on est tous témoins. Moi, j'étais là pendant tous ces combats et tout. J'ai vu l'armée du président Kagame déstabiliser les camps de Hutus. Mais je vous jure, à Bukavu et tout, les corbeaux ne savaient plus voler, tellement ils avaient mangé de chair humaine. Ça puait partout. Avec la Croix-Rouge, on a enterré des milliers de gens. Il y a eu des massacres. Ouais, des massacres, mais tu t'en es, quoi. Mais tout ça, on n'en parle pas. On parle du génocide des Tutsis. Mais ils étaient tous armés des mêmes fusils. Ils avaient tous des Kalachnikov, de part et d'autre. Mais, je ne sais pas, les Tutsis ont édiqué leurs armes pour ne pas tuer les Hutus.
On ne parle jamais, moi j'avais des amis de part et d'autre, des Tutsis, des Hutus, des connectivités, sont tous morts. Mais quand on parle en France du génocide au Rwanda, c'est le génocide des Tutsis. Non, le génocide des Tutsis, c'est les Nations Unies. Actuellement, au Conseil de sécurité, après plusieurs études. Oui, mais c'est le langage qui a été compris par la presse occidentale. Comme on l'avait pris, on avait parlé des génocides des Juifs, et parmi ces Juifs, il y avait aussi des Polonais. Ils ont regardé, et par après, les SSI ont dit que non, voilà, c'était un génocide contre les Juifs. Okay? Et pendant 1994, il y avait aussi des Kassaïens, il y avait aussi des Congolais qui sont partis dans ces génocides-là. Mais après les études de plusieurs années, le Conseil de sécurité, il n'y a pas longtemps, au mois de mai, a décidé que non, ce génocide-là, on l'appellera maintenant génocide contre les Tutsis. C'est là où non, c'est ça. Pour le compléter, c'est l'amalgame qu'ils font la plupart des Congolais. Ils croient qu'il suffit que les gens meurent, même s'ils sont 1 million. Ce n'est pas un génocide. Le génocide, c'est un terme juridique d'abord. Il faut qu'on tue les gens dans l'objectif d'éradiquer tout un peuple pour des raisons, par exemple, ethniques et religieuses, mais bien spécifiques. Ce n'est pas parce que vous êtes mort 8 millions et qu'au Rwanda, il y a eu 800. Les Tutsis qui sont morts au Rwanda, ils sont morts parce qu'ils sont Tutsis. Ils sont morts tout simplement parce qu'ils sont Tutsis, parce qu'ils devaient disparaître, ils sont Tutsis. Et pourtant, les Hutus qui sont morts, font partie des dégâts collatéraux. Après, je suis désolé. Ce qui s'est passé au Rwanda, ça se passe même au Congo aujourd'hui. Ça se passe au Congo, mais on n'en parle pas. Moi, j'étais aussi dans le Kivu. J'ai vu comment les Nandais traitaient ceux qui n'ont pas les nez suffisamment gros. Ils disent qu'ils ne sont pas congolais. Alors que les Nandais sont congolais, eux aussi sont congolais. Comme il y a une petite tête et tu n'es pas suffisamment congolais, on te tue. J'ai vu ce qui se passe à Rutshuru. À Rutshuru, les Hutus, les Rutshuru, les Congolais Hutus de Rutshuru, qui viennent, qui prennent les filles, qui les amènent dans la bourse pour les violer pendant 2 ou 3 semaines, et puis ils viennent avec eux. Ça se passe tous les jours. Mais c'est pas un génocide. Ça se passe tous les jours, en tout cas. C'est qui justifie même la présence même de la MONUSCO dans cette région-là. Parce que ce qui se passe dans l'Est, ça ne se passe pas dans d'autres régions. Les gens, cette fracture, ça travaille tous les jours. Par contre, on peut aussi rajouter. Donc c'est aussi une réponse à Habib. Ils ne sont pas au Katanga parce que là, il n'y a pas de massacre intercommunautaire. Ce n'est pas ce massacre, il peut avoir aussi raison. Ce sont des choses qu'on peut toujours discuter. Parce que c'est passé avec les Kassaïens depuis dans les années 60. Voilà, tout ça, 60. Et on peut dire que c'est un génocide silencieux, personne n'en parle jusqu'à présent. Mais ce sont des choses qu'on peut mettre en la lumière pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ces genres de choses qui ne peuvent être répétées. Parce que ça peut se répéter là. Et pendant que la MONUSCO est au Congo, vous pouvez voir aussi là de l'autre côté, parce que ça s'est fait sous silence. Il n'y a pas longtemps, ils ont tué beaucoup de Kassaïens dans les Katanga. Justement, il y a peut-être 2 ans. Et peut-être à 6 mois, il y avait d'autres 80 qu'on avait tués. Alors, ce sont toujours les Kassaïens qu'on est en train de tuer, mais personne n'en parle. Vous voyez? Et à part ça, mais pourquoi les Kassaïens eux-mêmes n'en parlent pas? S'ils font du bruit, bon, les Kassaïens cherchent à en parler. Il y a une autre guerre qui va venir, peut-être dans les jours à venir, guerre ethnique entre les Tétés-là et les Kassaïens. Ça a commencé déjà. Vous voyez? Alors, ceux qui sont au pouvoir, celui qui a les droits de parler, c'est Mende qui était là. Voilà, il est au pouvoir. Alors, quel Kassaïen peut avoir le droit de parler au Congo pendant que lui, il était là, il est en train de mater tout le monde? Donc, il ne vous donnera pas l'accès. On a vu quand il a dit que non, il est contre les prêtres. Parce que les prêtres ont dit qu'ils ne veulent pas le changement de la Constitution. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens de l'Odja sont allés tabasser les prêtres dans des églises. Donc, ils ont suivi l'ordre donné par leur leader. Donc, à ce point, il y a des choses qui se passent à l'intérieur, au centre même du Congo, qu'on n'arrive pas à parler. Et que ça peut exploser demain. Et c'est vraiment sérieux, ce genre de choses. C'est pour ça que cette thèse-là de la balkanisation, ça colle pas. Ça colle pas parce que nous sommes déjà prêts à nous diviser. Non, le Congo, il y a ce vouloir vivre ensemble là, qui est là, mais dans nos pratiques, nous sommes prêts à nous diviser. Nombreux sont des Kinois qui sont traités des Kinois parce qu'ils sont à Kivu, au Kivu, et nombreux sont des Kivusiens qui sont traités des Rwandais quand ils sont à Kivu. Même ici, il y en a qui me traitent de Rwandais. Même quoi? Ah non, vous êtes tous des Rwandais. On comprend que c'est déjà. Moi aussi, je suis Rwandais. Moi aussi, je suis Rwandais, comme j'ai dit. Moi aussi, je suis Rwandais. Et ils disent même que je suis rwandaise, même pas rwandais. Tu sais pourquoi?
Parce que sur Facebook, ils ont fait toute une recherche pour me choper. Parce qu'ils étaient sûrs que j'étais africain, parce que je connaissais trop bien pour eux. Donc ils ont fait toute une recherche pour me choper. Mais pourquoi je suis rwandaise et pas rwandais? Parce qu'ils ont chopé une photo avec Denise et pensaient que Luigi Longhi c'est elle. Je pensais que c'est Denise qui écrit. C'était Denise Luigi Longhi. Donc j'ai dit, toi t'es rwandaise. Tu savais pas ça? Ouais, c'est le pays peut. Et moi je dis rien, hein. Moi je laisse. Regarde ce qui se passe pendant la campagne électorale à la présidentielle. Regarde ce qui se passe. Tu vois très bien que non, les élections c'est à base tribale purement. Purement tribal. C'est ce que j'ai dit aux gens. Il y en a qui me disent non, tu es mouchi, tu dois voter pour Kamel. J'ai rien de commun entre moi. Mais regarde le gars, Kamel, il est populaire, non? Mais regarde comment il est traité ici. Oui, il est rwandais. Parce qu'il est rwandais. Son village est proche du mien, ça moi je peux dire qu'il n'est pas rwandais. Enfin, je ne connais pas ses ancêtres. Il y en a qui me demandent, toi qui es du Kivu, qu'est-ce que tu penses de Kabila? Est-ce qu'il est rwandais? J'ai dit, mais écoutez, je ne suis pas le gynécologue de sa mère, moi. Comment tu veux que moi je le sache? Mais tu n'as pas pensé, le gars, il est né en 1959 au Congo? Qui ça? Kamel. Et puis sa mère est de Bukavu. Moi, je te dis que son village est proche du mien. Son père a travaillé avec mon père. Pour revenir à ce que les frères parlaient des FDLR, pourquoi les FDLR sont alliés au gouvernement? Les gens doivent se poser des questions avant même la brigade arrive. Parce que selon la constitution du Congo, l'article, je pense, 15, quelque chose comme moi, qui disent que non, tout réfugié n'a pas le droit de faire la politique au Congo ou contre son pays. Les FDLR sont basés dans le Kivu. Ils font de la politique. C'est un mouvement politico-militaire. Et l'article 15 de la Constitution qui déclare que nous n'avons pas le droit. Et personne ne le dit. Et ça, c'était avant la brigade. Et personne ne le dit. Donc, vous voyez que non, ils peuvent prêcher autre chose, mais ils font autre chose de l'autre côté. Ils sont en connivence jour et nuit. Alors, à ce point, nous devons chercher notre moyen de dénoncer les Nations Unies par leur propre article ou bien leur propre résolution 2098. Ce qu'ils disent alors, et ce qu'ils font. C'est ce qu'ils avaient prévu de faire et qu'ils n'ont fait pas. Et combien de pourcents ils sont tentés de réussir leur mission au Congo? Et combien ça coûte? Parce qu'ils parlent aujourd'hui de 15 milliards de Kabila, oui. Mais ils en gagnent combien? Et la population en gagne combien? Les écoles, les hôpitaux, il n'y en a pas. Il n'y a pas seulement au Kivu. Allez dans les Kasaï, vous en trouverez. Même chose. Partout au Congo. Alors, il y a des gens, on doit se mettre à se dire que nous, voilà, faire des recherches pour résoudre un peu ces problèmes. C'est bien d'en parler, il faut les faire sortir. Et ça sera mieux pour voir que non, les peuples en bénéficient à la fin de cette histoire. Donc, ce que j'allais dire pour les FDLR, c'est ça. Moi, j'ai une question justement. Alors, j'ai remarqué deux choses. C'est qu'il y a eu une pétition en fin 2012 lancée. Enfin, il y avait Valérie Trierweiler, Jacques Chirac, Abdou Diouf, toute une série, enfin, un nombre de personnes comme ça très connues, qui ont fait une pétition qui accusait le M23 de viol massif, de mutilation sexuelle, etc. Et puis d'un autre côté, on a aussi dans une certaine mouvance de la diaspora congolaise des accusations de génocide, de 12 millions de morts congolais qui seraient orchestrés par Paul Kagame, le chef d'État rwandais. Qu'est-ce que ça t'inspire un peu toutes ces allégations? L'histoire des 12 millions de morts, quitte au fait que demain matin sont devenus 13, c'est une grande manipulation qui est d'autant plus grave qui instrumentalise les souffrances réelles des parents, des centaines de milliers de victimes qui ont souffert, qui ont été tuées, qui ont été violées, qui ont été massacrées en Nord Kivu. Pourquoi ces chiffres-là il a été monté, ça c'est une enquête qui est encore en cours, mais probablement, il faut remonter la filière.
d'où ça vient cette histoire. C'est très complexe la question que tu me poses parce qu'on va en parler on risque d'en parler pendant longtemps, on n'a pas encore réuni tous les éléments. Cette histoire, ça vient d'ici. Cette histoire, ça vient d'ici. Ça vient d'ici. De l'Occident, tu veux dire? Si, ça vient du livre de Pierre Perrin, ça vient de l'Occident. Non, ça vient pas de l'Occident, ça vient de la France. Parce que ça sert quelque part, c'est une thèse qui, quelque part, c'est une sorte de thèse négationniste cachée, comme pour dire, on n'a rien à foutre du million de Hutus, des Tutsis qui ont été tués au Rwanda dans les génocides, parce qu'en réalité, il y a eu un autre génocide bien plus grave au Congo, à cause des ingérences des Kagame au Sud Kivu, que ça fait 10 millions de morts. Maintenant, cette thèse-là, elle vient d'ici et elle a manipulé, malheureusement, pas les milliers congolais de la diaspora, en grande partie, en créant les mouvements de combattants. D'autre part, il y a un organisme qui a lancé cette histoire, qui est International Rescue Committee, je prononce très mal, qui en 2005 a sorti l'histoire de 5,5 millions de morts. Qui est un organisme anglais, hein, qui est l'équivalent de Médecins sans frontières, voilà. mais anglais, qui existe d'ailleurs depuis plus longtemps voilà. que MSF. Et il y a un cabinet belge, qui a fait un premier travail. Il y a quelqu'un parmi nous qui est en train de développer ce travail, il me semble, pour le continuer. Ce cabinet belge a dit que les projections statistiques utilisées par le travail de cette ONG n'étaient pas les bonnes. Moi, je suis zéro dans les trucs scientifiques, je ne peux pas vous expliquer mieux, mais je peux vous fournir la documentation, par contre, parce qu'on les trouve tous les deux sur Internet. En fait, les géographes, démographes, je me souviens plus, oui. Belges, disent qu'en fait, le rapport a été fait sur une base de 60 ans d'espérance de vie. Alors que, en fait, l'espérance de vie au Congo, elle est de 42-43 ans et ça n'a pas bougé depuis 25 ans. Et d'ailleurs, l'espérance de vie n'a quasiment pas augmenté depuis la période d'avant la guerre, d'avant le conflit. Donc, et eux, ils trouvent une surmortalité de 183 000 personnes. C'est ça, en fait, on est quand même loin des 5 millions. Et c'est basé sur, en fait, le recensement de 2005 qui a été, on va dire, très très bien fait, puisque les gens se sont précipités pour avoir une carte d'électeur qui leur servait à la fois de pièce d'identité, et basé aussi sur les projections qu'on a pu faire sur les recensements coloniaux des années 50 et un recensement par exemple qui a été fait en 84 sous Mobutu, qui avait été plutôt pas trop mal fait, et donc des projections qui contredisaient totalement le travail de l'IRC, qui se basait sur 60 ans d'espérance de vie, qui est l'espérance de vie moyenne en Afrique, mais certainement pas au Congo. Maintenant la question, donc il y a eu des centaines de milliers de victimes, mais pas les millions dont on parle. Moi, je trouve que les centaines de millions de victimes, c'est déjà un chiffre suffisant pour s'indigner et pour dire stop au massacre, stop au viol, stop aux violences au Kivu. Je pense que c'est déjà largement suffisant pour essayer de faire quelque chose que les Nations Unies ne sont pas en train de faire. Maintenant, pourquoi ces complots, entre guillemets? Parce qu'on peut se poser la question. Je reviens à la question des FDLR. Pourquoi alors l'exfiltration des FDLR? Qui a exfiltré les FDLR et avec quel but il les a exfiltrés? Parce que la France, qui avait subi un revers militaire, c'est rare qu'il ait subi, mais parfois il ait subi aussi au Kivu, parce que c'était elle qui dirigeait l'armée d'Abiyarimana, elle a poursuivi dans son but de renverser les pouvoirs FPR qui s'installaient à Kigali par Congo et par FDLR interposés. Et la population congolaise se trouve en otage et en paye les frais.
au Kivu et partout dans les Congo, mais notamment au Kivu. Ça, les discours. C'est une guerre qui continue. Et malheureusement, Déo, c'est une guerre qui continue avec les mêmes personnages. Parce que M. Hervé Latsous, patron du département onussien des opérations de maintien de la paix aujourd'hui, donc patron de Kobler, qui est le patron de la MONUSCO, à l'époque des Turquoises, était le numéro 2 de la délégation de l'ambassade française aux Nations Unies. Et en tant que tel, il supervisait l'exfiltration des génocidaires rwandais. Il supervisait, par exemple, les passages de la frontière du patron actuel des FDLR, Guy Sylvestre Mudagumura. Et comme vous voulez que maintenant les Nations Unies ils vont intervenir contre ce type, l'arrêter, même s'il a un mandat d'arrêt international. Le même Hervé Latsous, à l'époque, qui supervisait la Turquoise, est aujourd'hui le patron des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Donc, il y a tout un plan, il y a une politique française terrible dans la sous-région, et on en trouve les personnes. Vous savez l'importance qu'ont pris ces derniers temps les think tanks, non? On cite les think tanks comme si c'était la Bible. International Crisis Group. International Crisis Group, les responsables pour l'Afrique centrale qui dictent les choses qui doivent être faites aux chefs d'État, aux Nations Unies, aux groupes rebelles et tout, c'est M. Thierry Vircoulon, qui est un fonctionnaire du ministère de la Défense français. Et qui est aujourd'hui le patron d'International Crisis Group, M. Jean-Marie Guéhenno, qui a été patron des opérations de maintien de la paix, avant M. Latsous, avant un autre, pendant les guerres au Congo. Et qui faisait tout. Donc, moi je n'ai pas parlé dans mon intro sur le rôle de la France, mais c'est un rôle évident. Nous pouvons continuer. Qui est le numéro 2 de la force militaire de la MONUSCO? C'est le général Jean Bayot, qui en réalité c'est le numéro 1, parce qu'on ne peut pas me raconter qu'il est le numéro 2. Vu qui est le général Jean Bayot? Le général Jean Bayot est le patron du bureau militaire des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Donc en tant que patron, c'est le chef militaire des soldats des Nations Unies, donc c'est lui le commandant. Le numéro 2, chef d'état-major des forces de la MONUSCO, c'est qui? C'est le général français Boubé de Gramont. C'est qui le patron de la police de la MONUSCO? Le général français Champion, lequel, pendant une réunion qui s'est tenue le mois de janvier à l'intérieur de la MONUSCO, il s'est battu pour faire passer la ligne qu'il ne fallait pas s'attaquer aux FDLR, mais qu'il fallait s'attaquer à l'ADF. Donc... Et sur... Alors, attends.